suis venue à Florence, la capitale de la région de Toscane en Italie. Je pense vraiment que si vous n'êtes pas venu à Florence, vous n'avez pas vraiment visité l'Italie, car cette ville est le berceau de l'une des périodes les plus importantes de l'histoire moderne de l'humanité, la Renaissance. Vous savez, cette période, cette époque a vraiment été un véritable épanouissement des arts, des sciences intellectuelles comme la philosophie et de la science elle-même. Elle a vraiment permis à l'Europe de sortir du Moyen Âge. Il y a donc tellement d'endroits à Florence à visiter où vous pouvez admirer des œuvres d'art et une architecture incroyable de cette période. Et vous savez, des noms célèbres comme Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli, ils viennent tous de Florence. Donc je suis vraiment impatiente de découvrir tout ça. Bien sûr, on ne peut pas avoir un essor artistique sans beaucoup de richesse. Et c'est là que la célèbre famille Médicis entre en jeu. Ils sont un nom bien connu ici à Florence et c'était une famille de banquiers très riches. Ils ont donc régné sur plusieurs générations et ils régnaient depuis de nombreux palais incroyables. Je me dirige vers leur tout premier palais qui est le Riccardi Médicis et je suis sûre qu'il sera rempli d'œuvres d'art incroyables parce qu'ils ont financé, vous savez, tout l'art incroyable que vous voyez aujourd'hui dans la ville et tous les artistes célèbres. Voici la cour du palais Riccardi Médicis. Elle est caractérisée par de magnifiques statues classiques et cela montre vraiment comment, pendant la période de la Renaissance, l'art était commandé pour l'amour de l'art. Donc essentiellement, c'était pour que l'élite riche puisse en profiter. Il ne s'agissait pas seulement de raconter des histoires bibliques ou de glorifier les rois, alors qu'au Moyen Âge, beaucoup d'œuvres d'art étaient liées à la religion. Soudainement, vous savez, les riches comme les Médicis commandaient de l'art simplement pour le plaisir de l'apprécier. Un spatio intérieur est absolument magnifique. Il est caractérisé par des colonnes et des arches. Et il y a aussi des statues ici. Imaginez la famille Médicis, si riche et puissante. Ils accueillaient un jeune Michel-Ange vivant ici comme un fils adoptif. Donc, des palais comme celui-ci sont de véritables joyaux de la Renaissance où l'on peut s'imprégner de toute cette incroyable art et architecture produite à cette époque. Les pièces du palais sont vraiment impressionnantes. Il y a tellement de magnifiques sculptures et peintures. Mais je pense qu'aucune pièce de ce palais n'est plus impressionnante que les chapelles de la famille Médicis, qui sont ornées de fresques réalisées par Benozzo Gazzoli. Alors je vais aller jeter un coup d'œil. La chapelle familiale richement décorée de fresques offre un tableau de la Florence aristocratique à l'apogée de la Renaissance. Les murs illustrent le voyage des rois mages en route vers Bethléem, réalisé par Benozzo Gazzoli. Une image idéalisée de Laurent le Magnifique de Médicis, représenté comme l'un des trois rois, est vue en train de mener un défilé de Florentins. Mais au lieu de la Terre Sainte en arrière-plan, ils sont guidés à travers le paysage toscan, reflétant le passage au réalisme qui caractérisait l'art de la Renaissance. Aussi puissants et riches que fussent les Médicis, ils étaient aussi mortels que le reste d'entre nous et ont finalement fini ici, à San Lorenzo, dans une chapelle Médicis plus grandiose, conçue par nul autre que Michel-Ange au sommet de sa carrière créative. Michel-Ange connaissait personnellement 3 ou 4 des membres de la famille Médicis qui sont enterrés ici. Ce projet était pour lui à la fois émotionnel et professionnel. Les sculptures de Laurent le Magnifique et de son neveu Julien sont représentées comme des empereurs romains. On peut voir Laurent avec son bras posé sur une cassette des Médicis, la tête inclinée dans la contemplation. Les allégories du temps déployées au-dessus des tombeaux montrent des sculptures représentant le jour et la nuit, ainsi que l'aube et le crépuscule.
Au pied de Julian, la nuit, une géante se tord dans un sommeil agité, tandis que le jour, une figure herculéenne regarde en arrière avec colère par-dessus son épaule. Voici la Piazza della Signoria, qui est la place principale de Florence. Et le Palazzo Vecchio, ou le Vieux Palais, domine la place. Sa façade est très médiévale car il a été construit au XIIIe siècle pour accueillir les représentants élus de Florence, alors République. Lorsque la famille Médicis s'est installée, elle a emménagé dans le palais. C'était donc leur deuxième résidence après le palais Riccardi Médicis où nous étions plus tôt. Sur cette piazza, il y a beaucoup de statues de la Renaissance qui ont été commandées par la famille Médicis. C'est donc l'un des monuments les plus incroyables de cette piazza. C'est la fontaine de Neptune. C'est la première fontaine publique de la ville de Florence. Ce que je trouve fascinant, c'est que si vous regardez le visage du dieu Neptune, le dieu de la mer, il ressemble énormément à la statue de Cosme Ier de Médicis, dont la statue se trouve juste à côté de la fontaine et il est à cheval. C'est assez amusant parce que la famille Médicis avait un grand ego, alors ils demandaient souvent aux artistes de peindre et de sculpter des figures divines qui ressemblaient beaucoup à leur propre visage, s'élevant ainsi au rang de Dieu. Donc, la statue la plus célèbre et la plus connue de cette place est celle qui se trouve juste devant le Palazzo Vecchio, et c'est la statue de David de Michel-Ange. C'est une réplique. Si vous voulez voir la statue originale, vous pouvez consulter mes abonnements YouTube. C'est là que je mets toutes les séquences bonus de mes voyages. Et je n'ai pas le temps de montrer tous les endroits où je vais dans cette vidéo principale, mais c'est absolument magnifique. Donc, je vous suggère de devenir membre et vous aurez accès à plein d'autres avantages. Donc, c'était probablement l'œuvre la plus connue de Michel-Ange pendant sa carrière. Bien sûr, il s'agit d'une statue de David de la Bible et il est complètement nu. Et pendant la période de la Renaissance, il y a eu un véritable tournant vers l'humanisme et vers, vous savez, la célébration de l'homme. Ce n'était plus seulement centré sur Dieu, c'est devenu beaucoup plus centré sur le corps humain, la forme humaine. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de statues de l'époque de la Renaissance où les artistes ont choisi de sculpter des hommes et des femmes dans leur nudité comme une célébration du corps. Juste à côté du Palazzo Vecchio se trouvaient les bureaux des Médicis, ou Uffizi en italien. C'est donc ici qu'ils travaillaient. Aujourd'hui, c'est connu sous le nom de Galerie des Offices et elle abrite certaines des plus belles œuvres d'art de toute l'Italie et du monde. Elle vous emmène dans un voyage depuis la période médiévale jusqu'à l'époque moderne, car de nombreux tableaux exposés là-bas vont du XIIe siècle jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Cette salle de la Galerie des Offices est particulièrement impressionnante car elle est bordée de statues classiques qui sont magnifiques. La base de la Renaissance était l'art classique. Ainsi, les sculpteurs, les peintres et les artistes de la Renaissance se sont tournés vers l'art antique pour s'inspirer. Ainsi, les statues grecques et romaines antiques que vous voyez ici, par exemple, de nombreuses familles aisées possédaient ces statues dans leur jardin. Pour eux, c'était l'incarnation même de la beauté. Et cette redécouverte de la beauté du corps humain constitue une base solide pour l'art de la Renaissance. Voir la gloire de Dieu dans la beauté, l'ordre et l'harmonie du corps humain, la plus grande création de Dieu. Florence est magnifique, avec de l'art et une architecture splendide partout dans la ville. On a juste envie de prendre plein de photos pour tout capturer. La naissance de Vénus de Sandro Botticelli incarne la beauté de la Renaissance. La composition montre la déesse de l'amour et de la beauté arrivant sur Terre. Botticelli s'inspire des statues classiques pour la pose modeste de Vénus, alors qu'elle couvre sa nudité avec ses longs cheveux blonds. La déesse se dresse sur une grande coquille, Saint-Jacques, aussi pure et parfaite qu'une perle. Les roses qui flottent délicatement dans le vent rappellent le printemps.
encore, je viens de m'acheter 2 plats de rue très typiques de la Toscane pour le déjeuner. Je meurs littéralement de faim. Je me suis pris un panino qui est fait avec le célèbre pain schiacciata d'ici en Toscane. Le pain schiacciata, c'est en gros une version plus moelleuse et plus plate de la focaccia ligurienne. Et puis je me suis pris le panino au lampredotto, le lampredotto, c'est une partie de l'estomac de vache. C'est un street food très populaire ici et ils le cuisinent essentiellement dans un bouillon de légumes et d'herbes avec des produits tous très frais. Donc je vais d'abord goûter le panino. Du pain frais incroyable, ça rappelle la focaccia mais c'est bien plus moelleux. Délicieux, vraiment wow. Celui-ci me rend un peu nerveuse. La lampredotto. Vous pouvez voir que ce sont essentiellement des morceaux de ventre de vache tranchés et le vert, c'est cette salsa verde acidulée qu'ils mettent à l'intérieur. Il y a définitivement un peu de piquant. C'est un plat très tendre et je pense que la salsa verde et les épices le rendent plus savoureux. 2 plats de rue très typiques de la Toscane. D'ici, vous avez une vue incroyable sur le célèbre pont Ponte Vecchio, ce qui signifie vieux pont en italien. Il se trouve à l'emplacement de ce qui était autrefois un ancien pont romain et il a été achevé vers 1350, donc il remonte à la période médiévale. Il est splendide et a été préservé des bombardements nazis qui ont touché une grande partie de Florence pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, il relie les galeries des offices, qui étaient autrefois les bureaux de la famille Médicis où ils travaillaient, à leur nouvelle résidence du Palais Pitti, qui se trouve de l'autre côté du fleuve, donc juste de l'autre côté du pont. Donc, ce que la famille Médicis a fait, c'est qu'elle a commandé la construction d'un passage qui longe le sommet du pont Ponte Vecchio et qui s'appelle le corridor de Vasari parce qu'il a été commandé par Vasari. C'était un moyen pour les Médicis de passer de leur maison et de leur bureau à leur nouveau palais, le Palais Pitti, de l'autre côté du fleuve sans avoir à se mêler à la foule, si vous voulez. À sa construction, le gouvernement loua le pont à la guilde des bouchers pour récupérer une partie des fonds, ce qui était pratique, car ils jetaient leurs déchets dans le fleuve. Mais quand les Médicis s'installèrent au Palazzo Vecchio et commencèrent à travailler aux offices, ils voulaient quelque chose de plus adapté à leur statut royal et puissant. Une fois le contrat avec les bouchers terminé, ils ont sollicité la Guilde des Orfèvres pour qu'elle s'installe à la place. Et encore aujourd'hui, ce sont les seuls commerces autorisés à exercer le long du pont. Cette zone de l'autre côté de l'Arno s'appelle le quartier Oltrarno. Et c'est là que vous allez trouver beaucoup d'ateliers d'artisans, car Florence est très célèbre et possède une longue histoire d'artisanat. L'une des raisons pour lesquelles la ville est devenue si riche et que son économie a prospéré au Moyen Âge, c'est grâce à des activités comme la production de laine, la fabrication du cuir, et bien sûr le fait d'avoir cette rivière incroyable qui la traverse a beaucoup aidé à produire des choses comme le cuir et la laine et à les transporter dans le monde entier. À part cela, c'est un magnifique quartier de Florence où il fait bon se promener dans les rues médiévales. C'est beaucoup moins fréquenté et bondé que les parties touristiques du centre de Florence. Les jardins de Boboli étaient les jardins du Palais Pitti, qui était la 3e résidence de la famille Médicis. Ils ont commandé la construction du jardin, donc tout l'aménagement est resté tel qu'il était à l'époque où les Médicis séjournaient au Palais Pitti. Vous verrez de nombreuses statues antiques et de la Renaissance dans ces vastes jardins. Ce style d'aménagement est devenu le modèle du jardin à l'italienne, qui a ensuite inspiré de nombreuses autres cours et palais européens.
Donc en vous promenant simplement dans cette zone, c'est très paisible, très beau et bien sûr, il y a de nombreuses fontaines de style Renaissance comme la fontaine de Neptune et la fontaine de l'océan. Beaucoup de belles décorations qui conviennent bien sûr pratiquement à la royauté. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le billet d'entrée pour les jardins de Boboli, vous avez aussi accès aux jardins Bardini. Ils sont magnifiques, je viens de m'y promener. Il y a beaucoup de verdure splendide, de plantes et d'arbres. Mais le meilleur dans ces jardins, c'est la vue. D'ici, on a une vue incroyable sur la ville de Florence et on peut voir les toits de tous les monuments célèbres comme le Duomo, les églises et le Palazzo Vecchio. C'est magnifique, surtout maintenant que le soleil est en train de se coucher. C'est un endroit génial à visiter et il y a beaucoup moins de monde qu'à la Piazza Michelangelo qui est juste à côté. Donc c'est un petit trésor caché, je dirais, mais vraiment magnifique. Regardez juste cette vue. Je suis donc très excitée pour mon dîner ce soir. Je suis venue dans une steakhouse florentine. Toute personne qui connaît la Toscane et Florence sait que la viande ici est de première qualité, surtout le bœuf Chianina qui vient de la région du Chianti. J'ai vraiment hâte d'y goûter. J'attends ça avec impatience parce que je meurs de faim après une journée à explorer tous les musées et galeries d'art. Oh, wow, d'accord. Donc, ceci est un Chianina d'1 kilogramme. D'accord, bistecca fiorentina, parfait, ça a l'air très bon, d'accord, merci. D'accord, eh bien, ça doit être bien fait, saignant, d'accord. Waouh, ça a l'air d'être beaucoup de travail, mais c'est le poids minimum qu'ils font ici, 1 kilogramme de bœuf, ce qui est incroyable. Et comme elle l'a dit, c'est connu sous le nom de bistecca alla fiorentina. Waouh! Ça a l'air incroyable. Waouh! Merci beaucoup. Encore un verre de Chianti, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Ça a l'air incroyable. Waouh! 1 kilo entier de bœuf Chianina, c'est magnifique. La façon de le manger ici, c'est pratiquement cru et rosé au milieu, juste avec un peu de sel, de poivre et d'huile d'olive, rien d'autre. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il suffit d'accompagnements très simples, quelques pommes de terre rôties et un peu d'épinards. C'est tellement délicieux. Honnêtement, la qualité du bœuf est exceptionnelle. C'est juteux, salé, succulent. Je suis une grande amatrice de viande, donc je suis au paradis. Ce repas a été absolument magnifique. Le bœuf Chianina est délicieux, surtout quand on l'accompagne d'un vin de la région du Chianti. La nourriture et le vin de Toscane, c'est juste, waouh, une qualité exceptionnelle. Voici le Duomo de Florence, la cathédrale en italien, et c'est vraiment son joyeux à juste titre. Son clocher et son dôme sont visibles de partout dans la ville, et c'était le plus grand du monde lorsqu'il a été achevé au XVe siècle. Le dôme a été le premier de la Renaissance et le premier grand dôme construit en Europe depuis plus de 1000 ans. C'est en 1420 que Filippo Brunelleschi a remporté un concours pour construire le dôme, ce qui a essentiellement lancé la Renaissance architecturale.
Le dôme de Brunelleschi a inspiré ceux qui ont suivi, comme celui du Vatican et des États-Unis, Capitole. Et cela montrait vraiment que si l'on combinait l'art et la science, on pouvait créer de la beauté, ce qui était très typique de l'époque de la Renaissance. La façade de la cathédrale est de style gothique parce qu'elle a été commencée avant l'avènement de la Renaissance, mais les statues qui se trouvent sur la façade de la cathédrale et sur le clocher sont très Renaissance. Vous avez une statue de Marie et Jésus et des 12 apôtres sur la façade du Duomo. Vous avez aussi des statues de certains des grands artistes de la Renaissance comme Michel-Ange et Léonard de Vinci, Botticelli sur le clocher. Je trouve cela absolument à couper le souffle. C'est magnifique et toute la façade est faite de marbre vert, blanc et rouge. C'est un bâtiment tellement unique ici à Florence. Voici une autre des magnifiques places de Florence. Elle s'appelle Piazza della Repubblica et elle a des racines très anciennes. La colonne au milieu de la place et la statue au sommet servent de rappel qu'il s'agissait en fait d'un forum romain il y a plus de 2000 ans. Florence était une ancienne ville romaine, mais c'est aussi une place qui en dit long sur l'histoire moderne de Florence. Le Grand Arc a été construit en l'honneur et pour célébrer l'unification de l'Italie au XIXe siècle. Et cela explique aussi le nom de la Piazza della Repubblica. C'est donc aujourd'hui un endroit vraiment agréable pour prendre un café, observer les gens et admirer ce bâtiment grandiose du XIXe siècle. C'est donc une façon très unique de prendre un apéritif ici à Florence. Et c'est seulement dans cette ville que l'on peut trouver les fenêtres à vin. C'est d'ailleurs là que je viens de commander un verre de vin. J'ai toujours pensé qu'elles avaient l'air très touristiques et parfaites pour des photos Instagram. Et mon impression était que c'était quelque chose de très touristique. Mais en réalité, il y a une histoire assez intéressante et beaucoup d'histoires derrière tout ça. Car ces fenêtres à vin ont été créées pour la première fois au XVIe siècle, lorsque de nombreuses familles aristocratiques riches qui possédaient des vignobles dans la campagne toscane et produisaient du vin voulaient le vendre directement au public. Depuis leur maison, et bien sûr, nul autre que les Médicis ont rendu cela possible grâce à ces fenêtres à vin. Donc c'est plutôt cool et il en reste encore quelques-unes qui sont ouvertes aujourd'hui, même si beaucoup ont fermé, mais je trouve que c'est un concept vraiment intéressant et c'est certainement quelque chose de très unique. C'est donc ma dernière soirée ici à Florence et j'ai vraiment apprécié mon séjour dans cette ville. Avant de venir ici, je ne comprenais pas vraiment toute la signification de la Renaissance, mais c'est évidemment un mot qui est beaucoup utilisé en lien avec Florence parce que c'est ici que la Renaissance est née. Et en explorant la ville ces derniers jours, j'ai réalisé qu'en fait, c'était un mouvement qui a beaucoup d'influence sur la façon dont nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé d'une focalisation sur la religion et Dieu à un humanisme, une expression de créativité. Donc, la façon dont je le vois, c'est que si je faisais des vidéos YouTube avant la Renaissance, je ferais probablement des vidéos sur la religion. Alors que maintenant, grâce à la Renaissance, je peux faire des vidéos qui expriment toute ma créativité. Voilà, salutez!